les gens vont tout de suite être dans un truc, ouais, mais c'est la vie privée. Donc, alors, tu me parles de ton week-end avec ta femme et tes Ouais. enfants. Si moi, je te parle de mon week-end avec mon copain, c'est genre, qu'est-ce que ça vient foutre là? Tu vas avoir des sujets sur lesquels on est profondément en désaccord. Mais qu'est-ce qui fait qu'on reste un tout petit peu autour de cette table et qu'on continue à converger et converser et à faire société? Moi, je suis obsédé par ça à présent. Donc, ça veut dire qu'au quotidien, tu mens dans ton taf. Tu changes le pronom de ton mec ou ta meuf. Donc, ces gens qui n'ont pas envie de se connaître, c'est leur vie. Je ne les juge pas. En revanche, Ouais. c'est les gens qui peuvent faire le plus de mal. Hello les workers, bienvenue à Career Talk, le podcast de celles et ceux qui aiment leur travail. Aujourd'hui, je vous invite dans le monde de l'entrepreneuriat social, dans le monde des médias, de la tech, de la communication, du digital et de la publicité. Mon invité a remporté de nombreux prix en tant que leader parce qu'il a l'art de transformer toute cause en action, toute idée en programme de formation et toute personne invisible en un leader d'exemple. Aujourd'hui, je reçois un homme qui a en plus la particularité d'avoir exercé le plus de métiers et de jobs avant 40 ans. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Anthony Babkin. Bonjour Karine. Bonjour Anthony. Écoute, ça m'amuse parce que je me dis, je vais en effet décorer le mur avec toutes les décos, mais je oui, pourrais te c'est renvoyer le dingue. compliment. Ah non, non, alors moi, c'est tout l'inverse. Ah moi. merde. Une fois, un cajot de légumes à une loterie. Ah wow. C'est pour le pot-au-feu. C'est C'est mon les plus seul beaux. prix. C'est les Voilà. plus beaux prix, je crois. Alors, j'ai dit que tu avais exercé un nombre de métiers et de jobs incroyables. On va pas révéler tout de suite l'ensemble de ces métiers, mais est-ce que tu les as déjà comptés? Non, c'est vrai, mais je t'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui ont d'abord été autour de la communication. Je vais proposer un petit jeu Ok. à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Eh ben, vous essayez de deviner à peu près le nombre de métiers et de jobs, et à la fin, eh ben, je vous dirai la réponse. Hein? Alors, aujourd'hui, tu sais, je fais exprès. Je ne présente pas vraiment mon invité parce que j'aime bien que ce soit comme un effeuillage, mais tu restes habillé. Ok. Et donc, j'aime bien demander en première question, comment est-ce que tu peux expliquer ton travail comme si tu le faisais auprès d'un enfant de 8 ans? Bah, j'aide des gens. Ouais. C'est aussi simple que ça. J'aide des gens qui souvent ont connu des... Je dis souvent qu'on été esquintés par la vie, qui ont pu être cabossés parce qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas leur place ici ou là, parce qu'on leur a dit qu'ils étaient trop gros, trop petits, trop efféminés, trop noirs, trop, je sais pas, des cheveux trop ceci, trop cela, donc en fait, ou trop handicapés, ou trop singuliers en fait. Alors on ne se sera jamais dit comme ça, mais je pense que comme j'ai moi-même vécu, c'est un peu ces stigmates-là. Je trouve que je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à aider des gens qui se sentent bloqués par des choses rationnelles ou irrationnelles. Mais tu les aides à quoi? À se révéler, j'essaye en tout cas. Alors Pour un enfant de 8 ans, ouais, c'est pour quoi un se enfant de 8 ans, révéler? avoir confiance en soi. Moi, je dis souvent Et- que dans ce qu'on fait, l'objectif, c'est que les gens aient confiance à la fin. Parce qu'à un moment, bah, comme on t'a dit que ça ou ça, c'était pas bien chez Ouais. toi, redire à la personne, mais en fait, peut-être que c'est un peu mieux que ce que tu imagines, ou pas aussi pire, bah, à la fin, ça leur permet de reprendre un petit peu d'estime d'eux-mêmes. Donc, ça veut dire leur dire, bah, ok, t'es comme ça, et il va falloir apprendre à en faire une force. Et c'est long, parce que très souvent, les gens ont emmagasiné plein de critiques ou de remarques qui leur plaisent pas. Et on finit par s'enfermer, s'enfoncer. Donc voilà, mon rôle, c'est de leur redire que c'est pas si pire, comme disaient les Québécois. Donc, je me mets dans la peau de l'enfant de 8 ans. Donc, toi, Ouais. ton métier, tu es un réparateur de confiance Ouais. pour aller dans le monde du travail ou d'une façon générale pour faire ta vie? Ouais, je pense qu'il y a de ça. Il y a comment on aide les gens à se réparer et surtout à se réparer eux-mêmes. Parce que tu peux toujours, toi, venir en soutien. Mais d'ailleurs, c'est une copine qui m'avait dit ça. Elle m'a dit, toi, t'aides le toi de l'époque. Donc, au gamin de 8 ans, je dirais, bah, toi, un jour, si tu as des problèmes, bah, imagine que dans quelques années, tu arrives à aller mieux. Bah, c'est comme si tu étais toi quand tu étais petit. Et ça, c'est tout le fil conducteur de tous tes choix pro, en fait. Ouais. Un peu, je crois. Mais en fait, on est très nombreux dans le monde dans lequel je gravite à présent pour faire de l'effeuillage, comme tu dis, avec ta Ouais, communauté. ouais. Je pense qu'on est très, très nombreux dans le monde du social, notamment, à se réparer soi-même par rapport à ce qu'on fait. Bah, ouais. Exactement. Enfin, voilà. Parce qu'on a connu un moment des coups durs. Bah, ça aide. C'est ça. Ça aide à repérer, à comprendre Mm. et puis à aider. Après, tu as une particularité. Tu es présent sur de nombreuses causes. Ça, c'est assez unique quand même. Ouais, en fait, au départ, quand je disais j'aide le moi de l'époque, c'est que je pense que je viens d'un quartier populaire qui s'appelle Jean Rostand, à Évry-Courcouronnes. Ouais. Mhm. Donc, le fait de venir d'un quartier, le fait aussi d'être homo et de l'avoir assumé très tardivement,
fait que voilà, il y a eu plein de choses que je me suis révélé à moi-même assez tardivement. Tu l'as assumé tardivement, tu veux dire dans la sphère pro ou dans la sphère, dans la Un, vie en général? un peu des deux. Je pense que la sphère perso, c'était compliqué parce que j'avais aucun ami homo Homo, et ouais. aucun out aussi parce que bon, ça aurait pu être des gens Ah, qui se t'avais cachent. jamais connu personne autour de toi Non. qui fasse la démarche. Ouais. Ou alors si, mais qui n'assumait pas non plus. Ok. Donc en fait, on n'en a pas parlé. Et c'est vrai que j'ai l'impression jusqu'à mes 20 ans, donc fin du lycée, d'avoir vraiment été sous un couvercle, quoi. Donc c'était compliqué parce que au final, comme tu vois personne qui te ressemble, Ouais. bah, tu as l'impression d'être seul. Et donc en fait, tu t'enfermes dans un espèce de déni ou de... Voilà, tu vas, je sais pas, sur des sites pour avoir des conversations avec d'autres mecs qui te ressemblent. Et puis finalement, tu as un espèce de gros secret. Et je dis souvent que pour les minorités, et notamment pour les personnes LGBT et d'autres, hein, c'est un cadenas. Et je pense que c'est la même chose pour des gens qui ont vécu des trucs plus violents, que ce soit, et je compare évidemment pas, mais que ce soit le viol ou d'autres Ouais. choses. En fait, ce cadenas-là, le jour où il s'ouvre, il libère plein de choses. Il se libère, il permet de te libérer toi-même, mais il permet aussi de libérer les autres. Mhm. Parce qu'à l'instant où tu en fais un truc plus grand que toi, en tout cas aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire en créant une association, etc. Mais c'est surtout de se dire, OK, j'ouvre le cadenas et je m'autorise à être moi-même. Et à peut-être dire tout ce qui va avec, ça va de revendiquer jusqu'à aider les autres. Enfin voilà, c'est chacun sa manière d'en faire quelque chose d'utile. Oui, parce que aussi pour être heureux ou être en accord avec soi-même dans le monde du travail, tu as besoin d'aligner ton faire et ton être. Et si tu dois dissimuler une partie de qui tu es, aussi de ce que tu ressens, Ouais. c'est encore plus compliqué de faire un truc qui te ressemble, non? Ouais, tout à fait. Écoute, Ouais. ça a été un... Je suis en train d'écrire en ce moment, j'avais vraiment besoin d'écrire. Oui, Je fais parce un que teaser. mais tu as déjà écrit. Ouais, mais J'ai- c'était des Ça, on va livres. dire. Mais Ouais. attends, tu as écrit 3 livres, j'ai découvert. Ah non, mais j'ai découvert que tu as écrit 3 livres et tu dis pas, parce que dans les nombreux métiers, Mhm. c'est que C'est tu vrai as... que j'étais auteur. C'est Mais vrai que tu as attends, raison. mais je suis pas- super ouais. jeune. C'est vrai. Mais je le Super cache un jeune. peu parce que Mais c'était pourquoi des tu le livres. caches? Parce qu'aujourd'hui, comme je fais autre chose, j'ai l'impression que ça n'a pas intéressé les gens. Mais à qui non, je fais- on ouais. adore les carrières non linéaires. Donc en parallèle, tu as commencé à écrire, tu avais une vingtaine d'années. Ouais, c'est ça. J'ai écrit très très jeune. Et en fait, je pense que c'était le contre-coup d'un mec qui est pas bon à l'école. Et j'avais créé ma petite start-up. En gros, j'avais commencé à créer une agence événementielle. Ouais. Donc, qui n'a pas véritablement. Entrepreneur, on note entrepreneur. Hein. J'avoue que c'était une petite agence événementielle qui n'avait pas fonctionné. Et je m'étais dit, à l'issue de cette expérience pro-là, je peux pas. Enfin, qu'est-ce que je vais raconter aux recruteurs, tu vois? Ah, tu avais fait la démarche du livre pour... Légitimer, ouais. Ah, mais pourtant, c'est pas facile Non, c'est pas facile. d'avoir accès à l'édition, parce que c'est chez Duno, non, Ouais, ton premier? c'était Erol et Duno, ouais. Mais comment t'as fait? Non, la vérité, je te promets que quand l'éditrice, je m'en souviendrai toute ma vie, l'éditrice, on envoie un projet de manuscrit, de Ouais. livre. Et c'est vrai que mon pote Adrien Rosier, avec qui j'avais monté cette boîte, je lui dis, écoute, moi j'ai très envie qu'on écrive parce que j'ai pas envie qu'on nous dise, oui, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez pris? Je me suis dit, bah, le livre, au moins, ça formalisera. Hyper smart. En tout C'était cas, dans les années, dis quelles années? 2010. Et 2009, 2010. 2010. Tu avais déjà tout compris dans les codes. En tout cas, l'envie de s'extraire. Je pense que c'est le côté, il faut que j'arrive à trouver des trucs qui légitimisent ma place, mon rôle. Et donc, en fait, j'ai écrit ce livre en conscience en me disant, si j'écris ce bouquin, ça va me permettre au moins de peut-être avoir un nom et quelque chose et se dire, bon, bah, au moins, je pourrais dire que pendant 3 ans, j'ai pas glandé, j'ai vraiment appris des choses. Et donc, un prof me dit, mais essayez la maison Erol. Je connaissais pas la maison Erol à ce moment-là, Ouais. qui est une maison un peu incontournable sur la Ouais. question de l'édition. Ouais. Et en plus, sur des éditions très techniques, c'est parisien. Enfin voilà, ceux qui connaissent la maison Erol, c'est Paris 5. C'est une maison historique de l'édition et technique. Ouais. Et donc, on écrit un mail avec tout ce que le prof nous avait conseillé de faire. Il t'a Un peu il t'a un guidé. petit peu guidé. Sans plus, mais on a fait un peu nos affaires. Enfin, en tout cas, il t'a dit que oser, c'était tout à fait bien, en fait. Ouais, tout à fait. C'est Et bien, à ce ça. moment-là, il m'a guidé. Et donc, je disais, voilà, ce serait où, quand, machin. Donc, voilà, on envoie le mail. Pas de nouvelles pendant 3-4 mois. Donc, Ouais. c'était presque tombé aux oubliettes pour moi. Un jour, je suis dans ma chambre. Je vois un numéro de téléphone 01 51. Ah, ok. Oui, allô, bonjour. Oui, Maison Erol au téléphone. Élodie Bourdon. Et là, je te promets, j'ai cru que c'était des potes qui me faisaient une vanne. Et en plus, j'étais dans ma chambre et ça captait trop mal dans ma chambre. Donc, tu sais, je me dis, attends, soit c'est un canular ou c'est Énorme. un prank, tu vois. Et je vois qu'elle déroule. Voilà, j'ai reçu votre proposition de manuscrit. Ça tombe bien parce que dans la ligne édito que vous avez, on a un vrai besoin. Je suis intéressé pour vous rencontrer. Et moi, à ce moment-là, j'ai ma moustache qui commence tout juste à pousser. Ouais. Je suis le fils de personne, même Incroyable, si cette mes histoire. parents. Et voilà, du jour au lendemain, signer un contrat d'édition dans une maison Donc, comme tu Erol. te retrouves à aller dans les bureaux de Ouais. l'éditeur. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, je pense que c'est partagé parce qu'il y a un immense sentiment de fierté, mais aussi un immense sentiment d'imposture.
Alors qu'on t'avait validé, en fait. Ouais, mais t'as 20 piges. Moi, mes parents sont j'ai des parents formidables, mais qui n'ont pas fait d'études. Et donc, à un moment, te retrouver à être auteur, tu vois, dans une maison qui écrit depuis des décennies avec des gens qui ont un nom, quoi. Là, tu te retrouves vraiment dans un sentiment extrêmement chelou. D'un côté, je trouve pas de taf, parce que finalement, je cherchais une alternance à l'issue de En cette même expérience. temps, tu étais en recherche d'alternance. Ouais. Et de l'autre, je deviens auteur. Et d'ailleurs, c'est tout le comble de... c'est bizarre parce que je dis à ta communauté que je suis mauvais élève. Et c'est vrai que j'étais mauvais élève, mais en dernière année d'études, donc parce qu'il y a eu des profs, il y a eu plein de coups de pouce, il y a eu les parents, il y a eu le soutien scolaire, il y a eu le soutien de la maison de quartier. Voilà. Donc, j'ai fini par faire des études pour convaincre les parents que je ne sais pas si ils n'ont pas mis au monde... Mais c'était pour convaincre tes parents ou toi? Oh, ouais, les parents. Ouais, non, clairement. Pour l'éditeur, une fois que Oui. tu as publié, que Oui. ton livre a été quelque chose de concret devant toi, tu as dû communiquer dessus. Comment tu as fait? Eh ben, c'est là que je voulais parler de ce paradigme-là, c'est que je postule au CELSA, Paris-Sorbonne, et en même temps, j'ai ce livre qui va sortir, et ça a été l'objet de mon entretien de recrutement au CELSA, entretien ils oral. adorent. Alors, ils adorent, mais ils me disent... donc, je dis, bah voilà, et je me présente, et puis je dis, bah en ce moment, j'écris un livre. Donc là, le jury, un livre sur quoi? Et là, quand je dis Maison et Roll, comme tu vois... Comment t'as marqué des points, là? Bah, oui et non, parce qu'à ce moment-là, j'ai pas le livre. Et le mec me dit, mais il te qu'est-ce croit qui nous pas prouve que vous n'êtes pas un mytho, quoi? Alors ça, c'est hyper désagréable. Bah, c'est Ils t'ont désagréable. mis sur le registre du mytho? Ouais, c'est ça. Mais c'est énorme, Et ça. c'est pour ça que j'ai eu un rapport contrarié avec ce livre, parce qu'il est venu très très tôt. Donc je suis devenu prof, mais genre un an après. Donc j'avais 23 ans et je donnais des cours à des MBA, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, le livre t'a ouvert des portes. Tout à fait. Je pense que dans mon rapport de transfuge de classe, donc de passer de cette petite classe moyenne à un mec auteur à 20 ans et qui fait le CELSA à Paris-Sorbonne, qui arrive parisien, bah, c'est un peu le Graal, c'est le truc qui me lance sans que je m'en rende compte. Et c'est marrant parce que j'étais abonné à Management à l'époque. Oui, je me rappelle, je vois très bien. On était là. Management. C'était le mode corporate qui brille. Exactement, sur ce papier que tu glacé. veux devenir, quoi. Si tu es Ouais. quelqu'un de grand. Ouais. Et Et j'ouvre la page. forcément, un manager, c'était le top. Exactement. Et donc j'ouvre et il y avait une double page sur pourquoi écrire un livre. Et la conclusion de cet article, c'était peut-être que le livre vous ouvrira des portes inespérées. Et en fait, c'est vrai que ça m'a ouvert, tu vois, tu parlais des métiers, donc les portes de l'enseignement, les portes du cabinet de consulting. J'étais chroniqueur BFM Business. En Oui, fait, mais ça t'a ouvert les médias tout de suite. Tout à fait. Notez, chroniqueur, il a dit, hein. Chroniqueur BFM, attends, c'est encore un autre métier, ça. Oui, mais je dis pas que je mets tout ça dans le socle com, mais tu vois, Non, mais t'as été. Oui, j'ai été. Et comment t'as appris? Un jour, le livre sort. En plus, c'était marrant, c'était ma première interview télé. C'est mon deuxième. Donc, je le coécris cette fois-ci avec ma copine de promo qui s'appelle Mounira Hamdi, Ouais. la même avec qui j'ai co-créé l'assaut, et j'en parlerai plus tard. Et j'ai un mec qui m'appelle. Bonjour, David Doba, BFM Business. Voilà, sur plein mois d'août. Donc, tu sais, il n'y a personne qui leur répond. Tu ne le sais pas à ce moment-là. Bad buzz de tel économiste. Est-ce que vous pouvez réagir cet après-midi, etc. J'ai vu que vous étiez auteur du livre, machin. Ok. Ouais, parce que c'est ça, il faut le dire. Hein. Ouais. Au début, les médias, c'est pour te faire réagir à des trucs Oui, c'est ça. dans l'heure où ne crois pas que tu as 3 jours pour préparer et Non, réfléchir. tout à Je vais fait. dire un truc intelligent. Exactement. Alors, je me dis, est-ce que je rentre à Paris ou pas? C'est ce soir. Et puis, en fait, je vois bien qu'au niveau train, ce serait impossible. J'étais en camping avec mes parents à l'île d'Oléron. Et donc là, j'ai le journaliste qui m'appelle. Bon, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Donc, je lui dis, c'est possible, mais à distance. Pas de souci. Il me connecte sur le truc. Ouais. Et en plus, là, j'étais vraiment en mode, je dis pas bolos, mais j'étais avec mes tongs, mon short, rien à faire, avec mes cousines. Je racontais Comme que si des tu blagues. faisais ça 15 fois par jour, c'est rien. C'est ça. Et je fais l'interview. Et ma famille, première télé. En Ah plus, bah, trop fier. ils peuvent regarder ce qui marque BFM Business, Bad Buzz. Oui. J'ai les cheveux rasés, vraiment sortis de le gars de la street, quoi. Tu vois, à ce moment-là, banlieusard avec cheveux rasés et tout. Et l'interview, je la tabasse. Vraiment, on voit que j'avais trop envie de le faire. Et le journaliste a dû être marqué par cette interview. Et donc, il m'a dit, écoute, je monte une émission l'année prochaine. Génial. Et j'aimerais bien que tu fasses partie des chroniqueurs. Et pendant 3 ans, j'ai chroniqué sur BFM Business. Et bien, c'est dingue comme ça, Ouais. accéléré. Et tout ça, tu crois que c'est né à partir du livre? Ouais, les livres, ça a été un vrai Tu tremplin. conseillerais aussi ce tremplin-là Oui. aujourd'hui? Oui, je conseille à tous ceux qui... en fait, s'autoriser à fond à aller vers des choses qui vous font peur, mais surtout qui peuvent aussi à un moment valoriser votre savoir-faire. Et notamment le livre, c'est un truc super puissant. Encore aujourd'hui, tu Oui, crois? je pense. Ça a une valeur malheureusement, et comme la télé, où en fait c'est assez iconique, c'est-à-dire la télé, le petit écran, en fait c'est des choses qui sont un peu intangibles, mais qui montrent qu'il y a un savoir-faire, qu'il y a une compétence. Ou que, voilà. Et donc le livre, pour nous, ça a été un vrai ascenseur social. J'ai été demander un peu autour de toi, mais très brièvement, parce que je ne connais pas encore bien tous ceux qui t'entourent, mais 2 personnes comme ça, t'as aucune idée de qui. Et je leur ai dit, décrivez-moi Anthony en quelques mots. Wow. Donc là, on est toujours dans les feuillages. Donc,
vous voyez déjà quelques métiers, un peu le rythme et l'envie d'Anthony. Alors, on m'a dit, Anthony, c'est une safe place ambulante qui arrive à embarquer et rassembler plein de gens autour d'idées folles et ultra inspirantes. C'est pas mal, ça. Tu veux que je pleure tout de suite ou tu pars un hypersensible? Tu l'apprends, cette description? Je l'apprends. Oui, je l'apprends, bien sûr. Si je sécurise les gens autour de moi, c'est le meilleur compliment. Et la deuxième description, c'est une locomotive qui emmène avec lui tous ceux qui veulent bien le suivre dans ses aventures. Et le mot aventure, c'est vraiment toi, parce que même si on t'avait expliqué à l'école, alors Anthony, tu vas faire un UT, après tu fais un bouquin, après tu fais chroniqueur, même si on t'avait dit tout ça, t'aurais rajouté quand même des trucs. Oui, c'est vrai, mais je reviens à ce truc de cadenas. J'ai pris du temps à prendre conscience que ce qui m'avait vachement freiné, c'est l'échec scolaire. Bien. De tes 8 ans à 18 ans, quand on te dit toutes les fins de trimestre, Anthony travaille pas assez, Anthony est dans la lune, Anthony est insolent, Anthony est pas concentré. Mais c'était pas par rapport à ton potentiel aussi qui voyait que tu étais... Je pense pas. Ma mère m'a toujours dit, alors c'est amusant parce que... Enfin amusant non, en fait c'est assez profond ce que je veux te dire. Un jour, je suis au volant avec ma mère et je lui dis, écoute, peut-être qu'à un moment, je vais me faire diagnostiquer sur des singularités. Et là, elle me lâche, mais tu sais, sans pression, genre, oh, toi, si on t'avait fait diagnostiquer, je pense qu'à l'époque, on aurait trouvé des choses, parce que il était toujours dans les rêves, dans la lune, les profs disaient tout ça. Et là, je me dis, c'est quand même une génération, celle de mes parents, et ma mère, en plus, est ultra consciente de plein de trucs et très, très curieuse Elle vient du social, ces dernières années, c'était ça. Donc, elle est à présent très consciente de tout. Et paradoxalement, quand elle m'en a parlé, j'ai l'impression qu'elle ne mesurait pas ce que ça voulait dire. L'impact sur toi. Tout à fait. Parce que peut-être dans la bouche d'une maman, rêveur, tout ça, il y a un côté joli. Et c'est ça. Mais depuis maintenant une dizaine d'années, on diagnostique de plus en plus tôt les gamins qui ont des singularités, vulnérabilités, etc., ou des handicaps, tout simplement, et on les aide. Alors, je te dis pas que ça change leur destin, mais au moins les parents... c'est une question pour toi, ça, Anthony. Ouais. Parce que toi, le diagnostic, tu l'as eu à peu près à quel âge ? Alors, j'en ai pas eu de diagnostic, j'ai eu très très tardivement, très récemment, où j'ai détecté une hypersensibilité, une hyperactivité, etc. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, ça ? C'est déculpabilisant. Ouais. Dans un premier temps, soulagement. Oui, parce qu'en fait, on se dit putain, mais pourquoi ça a été aussi dur ? Et là, d'un coup, on te dit, mais c'est normal, parce que vous êtes trop émotif. Ouais. Et c'est pas une mauvaise chose, mais il va falloir apprendre à le gérer. Ou peut-être que vous allez trop vite. C'est marrant, j'ai vu 3 coachs cet été. Et quand je dis coach, c'est pour pas dire psy, c'est pour pas dire thérapeute, etc. Les 3, j'ai l'impression que c'était appelé à un moment. C'est en disant, tu lui dis qu'il va trop vite. Et les 3 m'ont dit ralentis, même le coach sportif, ralentis, tu vas trop vite. Et donc en fait, c'est vrai que je pense qu'il faut suffisamment de maturité et de recul, et surtout, il faut que la société soit prête. Et pendant des années, on a préféré mettre sous un couvercle et dire ah oui, oh là là, c'est compliqué, et puis de toute façon, on va pas pouvoir adapter tout pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens disent oh, c'est une mode, TDAH, etc. C'est pas une mode en fait. Les gars, c'est une singularité qui coûte la santé mentale de milliers de jeunes et de millions de jeunes. Et en fait, aujourd'hui, qui te mettent des gens à la porte ou qui te mettent des jeunes en souffrance. Donc moi, aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai envie de révéler au monde entier que chacun a ses singularités, qu'il apprenne à les gérer. Mais purée, l'instant où tu te connais un peu mieux, tu doutes moins. Et oui, moi, le cadenas, je l'ai enlevé 2 fois. La première fois sur mon coming out, la deuxième fois sur mes singularités et ce dont je parle là. Et derrière, quand tu es à peu près bien dans tes pompes, tu t'autorises à faire plein de choses. Je pense que plus on se connaît, c'est-à-dire, moi je dis souvent, j'ai la colonne vertébrale qui est très très droite. Alors c'est peut-être pas vrai, il faudrait que j'aille voir un jour un kiné, mais c'est parce que mes valeurs, ma mission de vie, mes convictions, et ce que je fais au quotidien, c'est très aligné, c'est très très droit. J'ai mis du temps à savoir ça, et aujourd'hui je me sens profondément aligné. Et ça met du temps à s'aligner. Et ça sert à quoi d'être aligné ? Plus tu es conscient de là où tu veux aller et tes vulnérabilités ou tes forces, plus tu vas vite et plus tu y vas pour de bonnes raisons, je pense. Et après, tu peux te servir de ça pour faire du mal comme du bien. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, j'ai l'impression que ça peut aider et réparer des gens. Mais peut-être qu'un jour, voilà, on va me dire « Anthony, c'est un gourou, super ». Ça te protège aussi un peu du regard des autres qui pourraient te faire douter de toi par moment. Est-ce que je suis une bonne personne, tout ça. Quand tu es aligné, tu dis je fais de mon mieux et, tout à fait. Et j'aurais rien à me reprocher. Je peux me regarder en face. C'est ça. Et puis, c'est aussi des échanges que tu as avec tes proches, moi, notamment mes parents ou mes grands-parents, enfin mes grands-mères, où parfois on parle de sujets extrêmement deep sur nos origines sociales, culturelles, nos racines et notre rapport à l'argent, notre rapport au patrimoine, à l'héritage. De toute façon, je n'ai pas hérité de grand-chose, donc je suis rassuré de ce point de vue-là. Tu vois, je ne suis pas dans un truc... Non, mais vous parlez de tout, quoi. On parle de tout et voilà, ça permet d'être bien dans ses pompes. Et de l'autre, tu vois, je me dirais que ces gens qui n'ont pas envie de se connaître, c'est leur vie.
Je ne les juge pas. En revanche, Ouais. c'est les gens qui peuvent faire le plus de mal. Et je pense que j'ai vu des managers extrêmement toxiques et des gens, tu vois, qui ont un rapport aux autres qui Les plus qui toxiques, c'est des gens qui ont fait zéro développement personnel, Exactement. qui n'ont pas conscience, en fait. Et en fait, je pense qu'à force de cramer les autres, tu finis par te cramer toi. Ouais. Ah bah bien sûr, à la fin, ouais. Et ça, je pense que c'est, c'est le constat que je fais. J'ai pas autant d'expérience que toi, tu vois, sur le non. coaching des gens. Non, mais c'est quelque Je suis juste vieille. Ça s'appelle l'expérience. Ouais, Attention. oui. Personne expérimentée. Voilà, ça c'est dépend. ça. Ouais. Non, mais je pense que la vie nous apprend que les personnes qui sont alignées, etc., elles ont aussi une capacité parfois à être rassurantes et qui ont peut-être une plus grande capacité de remise en question. Donc le deuxième verrou, c'est quand tu as eu ce diagnostic, mais ça t'a aussi déstabilisé, en fait? En fait, bon, déjà, le diagnostic est tombé au bout de 15 minutes. Ma psy a marqué hyper, donc vous allez m'acheter ce bouquin. Alors, je dis, il faut plus de temps pour être diagnostiqué, mais c'était intéressant que très vite, c'est une femme qui a beaucoup d'expérience et donc qui a tout de suite mis des mots. Et donc, ça m'a fait pleurer. Elle l'a pas vu, donc j'ai pleuré sous mes lunettes. Je sais rien. Tu sais, c'est con comme question, mais tu sais ce qui t'a vraiment touché à ce moment-là? En fait, comme si on venait de mettre un pansement sur une plaie ouverte, quoi. Ouais. Et parce que je crois qu'on est très nombreux à parfois être dans le déni par rapport à ces singularités-là. Et là, je parle de cette singularité, mais j'aurais pu parler de l'homosexualité. Le nombre de gens qui se cachent encore en entreprise ou sur le handicap. Aujourd'hui, les boîtes cherchent plus seulement à recruter des personnes en situation de handicap. Elles aimeraient bien que les gens qui sont dans l'entreprise acceptent d'en parler. Et pourquoi les gens n'en parlent pas ? Parce que, comme toujours, les gens ont peur de se prendre un scud et de se dire, bah attends, ta progression de carrière, ton poste, on augmente. Ah oui, mais s'il faut adapter ton poste. Ah oui, mais ce poste-là, tu le vises, mais attends, est-ce que tu vas être capable de t'adapter ? Est-ce que tu vas être assez performant ? Donc, il faudrait être un handicapable, c'est-à-dire un handicap avec zéro problème. Voilà. Ce qui n'existe pas. Hein. Si tu as un handicap, c'est que de temps en temps, tu as des moments où il faut adapter tes conditions de travail ou ton poste. Donc voilà, les gens se cachent et je pense que plus tu te caches, plus tu t'esquintes. Être planqué, et notamment nous on dit le coming out, et donc ça veut dire être dans le placard. Ouais, c'est vraiment ça l'expression. Ouais. Sortir, entrer dans le placard. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui étaient out dans une entreprise et se disent là je reprends un nouveau job, le climat change, donc je vais pas le faire savoir. Donc ça veut dire qu'au quotidien, tu mens dans ton taf. Tu changes le pronom de ton mec ou ta meuf. Donc si tu es en couple avec un mec, oui, alors la personne avec qui je vis, ou il ou elle, voilà. Soirée d'entreprise, ah bah t'invites pas ta copine, non, bah en fait bon. Parce qu'aussi en France, c'est une culture où les gens parlent naturellement un peu de leur vie privée ou se permettent de poser des questions aussi. Il y a une immense hypocrisie en France sur la question de la vie pro. Parce qu'on parle, mais en fait, il y a plein de tabous. Tout à fait. C'est ça qui me surprend, moi. Oui, et je pense qu'il y a un truc très français dès lors où on parle d'orientation, et aussi de handicap, mais je parlais d'orientation, les gens vont tout de suite être dans un truc, ouais, mais c'est la vie privée. Donc alors tu me parles de ton week-end avec ta femme et tes enfants, et tu vas me parler de ton mariage et de la communion, j'en sais rien, de 1000 trucs. Et du coup, si moi je te parle de mon week-end avec mon copain, c'est genre, qu'est-ce que ça vient foutre là ? Ou attends, j'ai pas besoin de savoir que t'es homo. Ben ouais, mais c'est ma vie aussi, et c'est même pas vie privée, c'est ma vie. Moi je peux pas en parler et toi tu peux en parler. C'est ça. Et je pense que cette porosité entre vie pro et vie perso... C'est toujours là, ça, Anthony. Ah oui, c'est toujours là, bien sûr. Tu sais, moi je suis partie depuis longtemps. Ah mais il y a une personne LGBT sur 2 qui se cache en entreprise aujourd'hui. Et je pense que sur le handicap, on est sur les mêmes sujets. Et je vais parler aussi de foi. Il y a beaucoup de gens qui cachent leur foi au travail, de peur d'être jugés. Ah bon, mais tu manges pas ce midi ? Ah bon, il fait le ramadan. Oula. Et donc, les gens sont dans ce rapport-là. Donc, moi, le message que j'envoie à chaque fois systématiquement, c'est tendez l'oreille. Avant de poser aussi vos questions connes, interrogez YouTube, Google ou autres moteurs de recherche, ou ChatGPT et Gemini et tous les autres, pour dire, OK, c'est quoi la bonne attitude à avoir ? Parce que, en fait, tous ces sujets-là, cette question des intimités, finalement, qui arrive au travail, c'est deux mondes qui se rencontrent. C'est ta vie, finalement, perso avec ta vie pro. Et très vite, maintenant, les gens sont assez susceptibles parce qu'ils se prennent plein d'injonctions dans la société. Il faut faire, il ne faut pas faire, c'est bien, c'est pas bien. Tu allumes la télé, tu as envie de te tirer une balle. Au final, les gens, ce que j'encourage à faire, c'est, si vous avez une personne qui a une de ces singularités-là, renseignez-vous un tout petit peu avant de poser des questions bêtes. Et puis après, si vous ne savez pas, prenez un déj avec la personne, posez-lui des questions. Ce qui est quand même intéressant, c'est que, sans leur jeter l'opprobre, parce qu'il y a quand même des boîtes et des chefs d'entreprise qui s'ouvrent là-dessus, bien sûr. Qui s'ouvrent, et puis aussi, qu'on fait ces dernières années, qu'on a assumé publiquement leur handicap. Je pense à Arthur Sadoun qui a parlé de son cancer, à Olivier Nolan, qui est le patron de SAP, qui a parlé de son homosexualité. Je pense dans le sport, dans le rugby Exactement. aussi. Donc, certains boss ont accepté de parler de leur singularité ou vulnérabilité,
et tant mieux, ou de leurs origines sociales pour certains ou certaines. Ouais. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, le monde évolue. Ouais. En revanche, ce qui est sûr, c'est que dans les règles du jeu à la française, il y a des tabous. Il y a aujourd'hui ce que tu peux évoquer en entreprise sur le genre, l'âge, Ouais. et puis la question évidemment du handicap, qui sont même aujourd'hui, ce sont des quotas. Donc Ouais, quotas sur les totalement. femmes, sur le handicap, voilà. Et puis sur les 50 plus, où on commence à aussi normer un peu le truc. En revanche, les origines sociales ou géographiques ou ethnoculturelles est le grand tabou français. Et aujourd'hui, c'est emmerdant parce que, sans parler de quotas, en restant sur quelque chose de Tu simple... peux pas mesurer. Tu peux pas mesurer, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent des discriminations sur les questions liées à leurs origines sociales, géographiques ou ethnoculturelles et qui n'ont aucun réceptacle. Ouais. Qui est-ce qui vient leur dire qu'est-ce que tu as vécu? Tiens, mon manager me discrimine, qu'est-ce que je fais? Si je dis quelque chose, ça se trouve, je vais me faire couper la tête ou on va me licencier ou on va me mettre des bâtons dans les roues. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'expriment pas, ou alors ils se taisent, ou alors ils se cachent, ou alors ils évitent de répondre. Et j'ai vu des profonds mal-être ces dernières années de gens qui sont venus me voir en disant « Anto, je me prends des blagues de merde tous les jours au boulot. » J'ai une fille qui a fait une dépression, qui a fini par quitter son job alors qu'elle avait un job incroyable. Et en plus, je lui disais, alors, je ne lui ai pas dit reste au regard de ce qu'elle me disait, puis elle m'en disait, puis je disais, je pense qu'il faut que tu quittes ta boîte. Mais elle faisait partie des pépites un peu de son entreprise, tu sais, dans les programmes de leader, etc. Et je me suis dit, mais quelle violence, quelle violence. Et en plus, des choses qui étaient sorties, alors non pas sur elle, mais sur l'entreprise en question, sur des pratiques managériales. Et donc, je me dis, quand est-ce qu'on va continuer à mettre un voile de fumée sur tout ça? Ça, c'est un vrai sujet. Beaucoup de mes coachings de dirigeants dans les 10 dernières années qui étaient sur des cas comme ça, de propos tenus qui ne se disent pas en entreprise et qui étaient complètement déconnectés de leur performance. Je trouvais que ça bougeait un petit peu là-dessus. Mais c'est vrai qu'ici, chez nous, c'est difficile, quelqu'un qui atteint ses objectifs, un chef, de lui dire là, t'as merdé l'autre jour, t'as dit ça, et ça va pas être possible là. Va falloir que tu changes tout de suite. On va pas jusque-là. On va pas jusque-là. Et je pense qu'il y avait un gars que j'avais rencontré qui était top, pareil, bon, la cinquantaine, plutôt un monsieur blanc, dirigeant de boîte, et qui m'a dit Anto, j'ai envie de comprendre, mais comment je fais pour me reprogrammer? Oui, parce qu'il y en a plein qui, quand ils réalisent ce qui se passe, ils sont perdus et hyper mal à l'aise et ils sont tout seuls. Et j'ai envie de dire, écoute 2 fois plus. Tu vois, c'est-à-dire que c'était mieux avant, parce que ça, c'est le classique du mec ou la nana qui n'a pas envie de... Voilà. Et je pense que la subtilité, et vraiment, je la partage parce que c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur, comme ces fameuses minorités sociales, ethniques, géographiques, etc., n'ont pas beaucoup la parole sur ces sujets-là, toutes les fois où elles ont besoin d'exprimer un truc, on va minoriser leurs propos. C'est ça. Enfin, on va minorer, leurs propos. Ouais. Et donc, derrière, en cascade, on va dire « Oh oui, mais après, bon, attends, t'exagères. Je suis une femme avec des cheveux bouclés et je suis une femme racisée. Je n'ai pas envie que tu mettes tes mains dans mes cheveux. Je suis une personne racisée. Je n'ai pas envie que tu me fasses des blagues drôles sur mon accent. Je suis bien en chair, j'ai pas besoin de tes remarques, t'as maigri ou t'as grossi. » Exactement. Exactement. Même topo sur la personne en surpoids, etc. Et l'âge et tout ça. Ouais. Et c'est pas une question de génération. C'est éducation. C'est de l'éducation et c'est aussi de considérer que, enfin, toutes ces minorités ont réussi à prendre la parole, merci les réseaux sociaux, et à dire ça, on n'accepte plus. Et d'ailleurs, il y a 40 ans, ça n'était pas aussi acceptable. Exactement. Sauf qu'on n'avait pas de réceptacle, on n'a pas pu le dire et on n'a pas pu l'oraliser. Donc, on est la première génération qui speak up, qui s'autorise à le dire. Et donc, on écoute. On écoute comme tu vas pas faire une blague sur le mec en fauteuil alors que tu le connais pas ou lui dire t'as quoi comme handicap, comment t'as eu ça, oh là là, pas de chance. Moi, je connais 1000 personnes en situation de handicap, PMR, qui me disent mais je regrette pas ma vie d'avant. Tu vois, un croison, alors c'est des mecs aussi et des femmes qui ont parfois transcendé leur quotidien, mais qui n'ont pas envie qu'on leur dise le pauvre ou qu'on qu'on a une petite tape sur la tête, etc. Non. Ça, c'est la différence entre la sympathie et l'empathie. Tout à fait. C'est que tu sais pas trop comment faire. Exactement. Et donc, on s'autorise beaucoup de choses avec certaines minorités. Et juste, peut-être on se reprogramme un tout petit peu parce qu'on est dans une époque où ces voix-là ont pris aussi leur place dans certaines organisations. Et elles sont en droit de dire ce qu'elles veulent ou veulent pas. Et je pense qu'il faut juste respecter. Écouter, respecter, s'adapter. Si tu n'as pas eu des handicapés visibles ou invisibles autour de toi, tu ne sais pas comment réagir. Tu peux être très maladroit, en effet. Et tu es patapouf. Plus tu essayes, plus tu es patapouf. Et je pense que c'est marrant parce que tu as beaucoup de personnes concernées qui disent c'est pas moi de faire la pédagogie, il y a Internet. Je suis d'accord. Ouais. J'ai un avis un poil différent. Je pense qu'en fait, cette pédagogie, elle peut être lourde, mais quand la personne est bien intentionnée et qu'elle prend des pincettes,
en disant écoute, voilà, parce que tu peux aller voir une personne, je vais reprendre l'exemple d'une personne en situation de handicap et un fauteuil roulant, par exemple, et lui dire écoute, voilà, ravi de faire ta connaissance. Déjà, s'intéresser à la personne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis d'ici, je sais pas, une conversation classique. Ouais. À un moment, dire écoute, voilà, je me permets parce que tu es la première personne que je côtoie et, de manière professionnelle et de manière plus régulière qui est en fauteuil. Et donc, j'aimerais un peu plus voilà, comprendre ton quotidien, comprendre aussi qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau. Et quand on est dans cette démarche-là, dans 99,9% des cas, la personne sera accueillante. Ouais. Et dans 0,01% des cas, ça peut être un con ou une conne, parce que ça existe aussi. Non, ou il te le dit, ou c'est pas le moment. Et puis non, voilà. mais moi je dis ça parce que... C'est l'exception. Non, mais je suis pote avec plein de personnes très différentes maintenant. Et franchement, les personnes handicapées sont les personnes les plus drôles que j'ai rencontrées sur cette planète. J'ai une fille qui voulait faire le duo day avec moi. Et en fait, j'ai compris que c'était son 3e duo day de la semaine. Donc, c'était trop drôle. Qu'est-ce que c'est le duo day? C'est le moment où tu partages, c'est une personne en situation de handicap qui partage le quotidien avec une personne qui n'a pas de handicap. Mais c'est génial, ça. Alors, c'est vu comme opportuniste parfois bon de la part de dispositifs en disant oh là là, tiens, une personne valide va accueillir quelqu'un en situation de handicap pendant une journée. Waouh! Sauf que moi, ce qui était marrant, c'est que celle qui m'a démarché, elle en était à son 3e duo day alors que tu es censé en faire un. Je comprends. Donc, j'ai kiffé la démarche. Je dis meuf, t'es opportuniste, je kiffe. Et donc, elle s'appelle Talia, donc dédicace, parce qu'on a beaucoup, beaucoup ri. On est devenus très potes. Et donc, tu sais, je sais pas, il y avait une petite marche. Je dis Talia, fais gaffe. Elle dit oh, foutu pour foutu. Et tu sais, elle avec son déambulateur. C'était très drôle. Bref, on s'est tapé des barres toute la journée. Mais tu vois, pour en venir à ce truc d'autodérision, quand je dis 0,01, c'est que tu peux être handicapé et con ou conne. Ah oui, c'est et donc, pas... tu auras toujours... Oui, mais parce que les gens généralisent après. Ils disent oui, enfin, moi, j'ai déjà fait ça. Et puis, mais surtout... Voilà. Et oui, moi, tu vois, je le mettrais dans la liste. Voilà. Tout ce qui est généralisation, tout ça, ça fait partie des choses qui font du mal. Tout à fait. Parce que souvent, ça sort très émotionnellement, parce que c'est quelque chose, ta dernière expérience que tu as vécue, puis ça sort comme ça, ça te soulage, et en fait, ça fait du mal autour de toi. Donc, c'est d'expliquer ça, quoi. Et c'est aussi de redire, nous avons tous une responsabilité à rester en conversation. On est dans un moment où les gens, comme ils sont très en tension sur tout ça, il n'y a pas un putain de jour où tu n'ouvres pas la télé ou quelconque médias sociaux et t'entends des dingueries sur tiens, lui qui a fait ci, qui a fait ça. Donc, à un moment, tu es sous tension. Donc, le collègue de boulot, voilà, le collègue qui va te faire la mauvaise blague ou la mauvaise intention, un mauvais moment ou qui n'a pas pris les gants qu'il fallait, tu vas l'envoyer chier. Et du coup, ça veut dire que tu romps le dialogue. Et en plus, comme les personnes généralistes, par définition, vont dire oui, enfin, moi, j'avais demandé à un handicapé. Tous les gens ne sont pas pareils. Prends le temps. Est-ce que tu avais pris les pincettes pour avoir aussi respecté la personne? Une personne qui a un handicap, si tu arrives comme une personne trans et que tu arrives en disant mais avant, tu étais donc... oui, c'est ça. Ça t'a pris quand? Oui, c'est ça. Des questions. Mais t'es brûlé et donc... et comment ça t'est arrivé? Ça te regarde pas. Voilà. Là où je vis, le mot handicapé n'est jamais utilisé. Elles appellent les personnes déterminées. C'est marrant, hier j'étais avec une asso qui aide des sans-abri, entourage, et en fait le mec a dit moi je déteste qu'on dise SDF, on est des sans-abri. Tu vois, c'est subtil, hein, parce que beaucoup de gens diront SDF en pensant que clochard c'est pas du tout la même idée que SDF. Pour moi c'est qu'une question de respect. Si tu respectes ton interlocuteur et si tu as envie de créer des liens, essaye de voir ce qu'ils préfèrent. Il y a tellement de tabous ou des gens qui n'osent pas prendre la parole. Qu'est-ce qui pourrait les aider? Je pense juste qu'il faut qu'on continue à se parler. Je crois que c'est vraiment ça. On ne sera jamais d'accord sur tout. Et encore plus dans un moment, une société où beaucoup de choses sont clivantes. Parler de politique. Mais c'est tous les verrous. Voilà, politique, par exemple, au boulot. En France, on parle beaucoup politique. Oui, c'est ça. Mais en fait, si on parle d'idées, et si on parle aussi parfois qu'on prenne le temps de continuer à converger, à converser, il y a des sujets qu'il vaut mieux pas... Pardon, je vais m'égarer un petit peu, mais j'ai eu la chance de rencontrer Barack Obama. Oui. Et alors, c'est pas un de tes objets, là? Parce qu'on allait y aller. Non, pas du tout. Ça pourrait. Ouais, alors ça, c'est une autre... Prenez des notes. Barack Obama, c'est une autre étape. Mais oui, parce que je vous ai dit, il faudrait plus qu'une semaine pour couvrir tout. Alors, Barack Obama, dans quelles circonstances tu l'as rencontré? J'ai eu la chance en fait, une copine... T'as la chance de... Non, mais oui, en fait, vraiment, c'est une chance. J'ai une copine qui avait fait ce programme-là. Et j'y avais postulé et je n'avais pas été retenu. Et elle m'a recommandé. Et donc, ce programme, explique-nous ce que c'est. C'est un programme de 6 mois, vraiment dédié au leadership. Je dis souvent que c'est arrivé au bon moment parce que c'était un moment où j'avais vraiment beaucoup de doutes dans mon quotidien d'entrepreneur social. J'ai créé une asso en 2017 avec une copine qui s'appelle Mounira. Donc, tu avais déjà fait ça? Oui, tout à fait. Et en 2022, quand cette copine m'envoie
ce lien pour postuler au programme, j'avoue que déjà, je suis là en mode waouh, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc je l'appelle, je dis attends, t'as dû pas erreur, mais tu sais quoi? Bah, je t'ai recommandé, donc je suis là. Déjà, il fallait que je réalise ce qu'elle venait de faire. Et donc, bah, elle m'a vachement encouragé et challengé sur ma manière aussi dont j'avais présenté ma candidature, etc. Je rentre dans ce programme, contre toute attente. Pendant 6 mois, on est très... Incroyable. Ouais, incroyable. C'était... Temps complet pendant 6 mois? Non, pas complet. C'était... Comment tu gagnes ta vie pendant 6 mois? Ah non, bah justement, c'était 2 à 4 heures par semaine. Ah, quand même. Donc, c'était très conciliable avec ma vie professionnelle. Et la candidature? Et la candidature, bah, Tu peux dire en quoi ça consistait un peu pour présenter son parcours, ses objectifs de vie, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on fait, à qui ça aide, enfin tout, quoi. Le cheminement aussi. Et donc, c'est vrai que quand j'ai été accepté, je t'avoue, on était 2 Français sur peut-être des milliers de postulants. Énorme. Ouais, donc j'avoue que c'est quand ça tombe, pouah, enfin, j'ai beaucoup pleuré. Tu l'as appris Bah, par mail, hein, du jour au lendemain, bim, Ouais. voilà. 6 mois plus tard, on nous propose d'aller à Copenhague pour passer une journée entière avec Barack Obama. Bon, ce que je savais pas, c'est qu'on allait être en sous-groupe avec lui, qu'on allait vraiment avoir 1 heure d'échange, presque en petit comité. Tu vois, on pouvait lui Parce parler. que ce programme était à son initiative. Hein. Ouais, c'est le programme de la Obama Foundation. Donc, Voilà. c'est vraiment un programme qui est partout dans le monde et par géographie. Et donc, c'est vrai que quand je suis rentré dans ce programme-là, bah, évidemment, C'est un programme de leader. Il Ouais. n'y a pas que l'entrepreneuriat social on revient vraiment sur ce qui constitue le leadership. C'est-à-dire vraiment dans sur sa globalité. la prise de parole en public, son histoire à soi, pour mieux parler aux autres et mieux faire corps. Donc, tu vois, tout ce qui est public narrative, c'est très Ouais. américain, mais c'est comment tu te sers de ces discours-là pour embarquer des gens aussi avec toi. Donc, quand tu parlais tout à l'heure de locomotive, bah, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait que j'entraîne aussi avec moi, c'est que je pense que je suis très clair sur là où je veux aller. En tout cas, Ouais. dans l'association qu'on a montée avec Mounira, qui s'appelle Diversity Days, qui aide plein de gens sur le numérique à s'autoriser à aller vers ces métiers-là, qui sont des métiers souvent très masculins, où on pense qu'il faut avoir un bac plus 5 à tout prix. Où il y a Mais- une sous-représentation. Tout à fait. Ouais. On Et s'interdit, on se censure, on n'y va pas. Ouais. Exactement. Et ce qui m'avait marqué dans l'échange qu'on avait eu avec Obama, une fille de la promo, donc on était une trentaine de leaders européens à le rencontrer, et il y a une fille qui parle de ses cheveux et de comment elle a pu à un moment ressentir, notamment cheveux qu'on appelle texturés, donc Ouais. voilà. Mhm. Et où elle dit voilà, on s'est parfois moqué de moi, et contre toute attente. Et vraiment, j'avoue que peut-être que le propos peut choquer, mais moi je l'ai trouvé intéressant après coup. Il a dit je vais vous inviter dans les prochaines années à imaginer cet oncle ou cette tante qui est dans votre famille. Cet oncle ou cette tante qui vous met un peu mal à l'aise, parce que parfois, bah, il va avoir des propos, ou elle va avoir des propos que je ne vous trouvez pas justes, ou en tout cas sur lesquels vous êtes en profond désaccord. Et il nous a dit, mais cet oncle ou cette tante, vous l'aimez quand même. Elle est là, ou il est là au dîner de famille, voilà. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que si on veut que les gens restent à la table, parce que c'est Ouais. quand même ça le C'est truc. ça l'objectif. Le délitement actuel, c'est aussi le fait que les gens soient plus capables de se mettre à la table, et parce qu'il y a des choses sur lesquelles ils sont en profond désaccord. Je dis pas qu'il faut avoir des amis racistes, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ouais, Je ouais. dis juste qu'on peut avoir des sujets sur lesquels on est profondément en désaccord. Mais qu'est-ce qui fait qu'on reste un tout petit peu autour de cette table et qu'on continue à converger et converser et à faire société? Et moi, je suis obsédé par ça à présent, sur Mais comment on c'est- reste autour de cette C'est table. exactement ce dont on a besoin. Mais Ouais. tu étais partagé quand il l'a dit sur le moment, tu étais surpris? Oui, parce que en fait, j'ai trop de copines racisées pour savoir à quel point c'est pas un micro-sujet. Ouais. On leur a demandé de brutaliser leurs cheveux, de les lisser, de les ranger, et de de les toutes tirer. petites hein, C'est à ça. l'école. T'as tout les ça. cheveux en bazar parce que machin. Donc, quand elle est arrivée avec ce sujet-là sur la table, je me suis dit, bah, en même temps, Obama, voilà. Ouais. Et quand lui est venu en mode, continue à te battre sur ça, ne laisse personne faire ça, mais, tu vois, sans minorer tout le reste, n'oublie pas que, et tu vois, de retourner voir cette personne et peut-être lui dire, ce que tu as fait, ça m'a gêné, je veux plus que tu recommences. Ouais. Et ça, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, c'est la posture que j'ai vraiment envie Plutôt d'avoir que avec... de rien dire et de tourner Ouais. les talons et de partir. Tout à fait.